Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage, comme tous les soirs sur Public Sénat. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 26 octobre. Des travaux d'intérêt général, des parents responsables financièrement des dommages causés par leurs enfants, des peines de bannissement des réseaux sociaux, un encadrement par des militaires pour les jeunes délinquants, et puis également davantage de pouvoir aux policiers municipaux ou encore la création d'une force d'action républicaine. Ce sont les principales mesures annoncées par Elisabeth Borne 4 mois après les émeutes. On les décortique avec nos experts dans une minute. Et puis pour notre second débat, gros plan sur Nicolas Sarkozy, officiellement retiré de la vie politique depuis ce jour de novembre 2016 où il perd les primaires de la droite et du centre. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. 7 ans plus tard, c'est un ex-président qui navigue entre influence politique, affaires judiciaires et business lucratif de conseils auprès des entreprises. Il fait l'objet d'un livre-enquête intitulé « Le parrain ». L'expression est-elle justifiée ou caricaturale? Ne ratez pas la confrontation de nos invités dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, avant les annonces de soutien aux quartiers et aux jeunes en difficulté prévues demain, c'était le volet sécuritaire de la réponse aux émeutes de juillet que présentait la Première ministre Flora Sauvage. 4 mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, 17 ans, sous les tirs des policiers, Elisabeth Borne affiche sa fermeté. L'objectif du gouvernement réuni à la Sorbonne ce jeudi est de renforcer l'arsenal répressif tout en créant un fonds de 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction des bâtiments endommagés. Lors de ces émeutes, nous avons constaté qu'une grande partie des auteurs mineurs n'avaient jamais eu affaire à la justice. Il faut donc que nous élargissions notre palette de sanctions afin qu'aucun acte ne reste impuni. Côté sécurité, l'exécutif veut offrir aux polices municipales la possibilité de réaliser certains actes de police judiciaire. Une mesure déjà présente dans le projet de loi de sécurité globale, mais qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement crée aussi une force d'action républicaine, une brigade composée de magistrats, de policiers et de médiateurs, afin d'apporter des réponses spécifiques à un quartier en cas d'émeute. Dans son plan, l'exécutif s'attache aux jeunes auteurs d'infractions tout en visant leurs parents, en leur imposant des travaux d'intérêt général ou des stages de responsabilité parentale. Nous devons aider ceux qui en ont le plus besoin, j'y reviendrai, mais nous devons aussi agir face à la démission de certains devant les dérives de leurs enfants. Du côté des sanctions pénales, l'amende pour violation du couvre-feu devrait passer de 150 à 750 €. Le gouvernement veut aussi créer une peine de bannissement des réseaux sociaux lorsque l'infraction a été commise via une plateforme en ligne. Autant de mesures qui visent à éviter un nouvel embrasement. Elisabeth Borne doit faire des annonces supplémentaires vendredi à Chanteloup-les-Vignes lors du comité interministériel des villes pour combattre les inégalités à la racine. Voilà ce volet sécuritaire de la réponse gouvernementale aux émeutes. On en débat tout de suite avec Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maire de Mency en Essonne, vice-président UD de la région Île-de-France, premier vice-président de l'association des maires d'Île-de-France et puis auteur de ce livre, L'habitat fait le citoyen aux éditions de l'Aube. Laurence Denervaux, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la directrice du cercle de réflexion Destin commun et vous avez réalisé avec Kantar toute une enquête sur la perception des Français de ces violences urbaines du mois de juillet. Antoine Jardin, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes docteur en sciences politiques, ingénieur de recherche CNRS au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, spécialiste des attitudes et comportements politiques dans les banlieues des métropoles européennes. J'accueille également Tam Tranui. Bonsoir Tam. Bonsoir bienvenue Thomas. Dans le costume d'éditorialiste politique ce soir. Bienvenue à vous. Je commence avec un sondage qui a été publié ce matin par nos confrères du Figaro. Ça montre quoi? Ça montre d'abord une attente des Français avant, on est bien d'accord, les premières mesures annoncées par Elisabeth Borne. La question, depuis les émeutes, diriez-vous que le gouvernement a suffisamment agi pour éviter qu'elles ne se reproduisent? Le constat est assez dur, 73% de non. Encore une fois, c'était avant les annonces. Hein. Ça aura peut-être changé demain. Jean-Philippe Dugouin-Clément,
Peut-être une vision un peu générale. Qu'est-ce que vous pensez des mesures annoncées cet après-midi, ce volet sécuritaire? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes d'élu local? Si vous voulez, déjà, c'est 4 mois après, donc c'est beaucoup de temps qui se sont écoulés et beaucoup de temps pour des annonces qui, pour l'instant, sont assez limitées. Alors, vous l'avez dit, on est uniquement sur un volet sécuritaire. Beaucoup d'acteurs attendaient depuis déjà quelques semaines un plan beaucoup plus large, c'est-à-dire avec un volet sécuritaire qui est nécessaire, mais aussi un volet d'accompagnement, de développement de ces quartiers-là. Et il devrait être annoncé demain. Normalement, on verra ce qu'il y a demain. Sur le volet avec le comité interministériel de la ville. Normalement, mais on verra ce qui sera annoncé ou pas. La réalité sur ce volet sécuritaire, en fait, il y a assez peu de choses concrètes. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, ce qui est souvent le cas dans ce type de situation. On renvoie beaucoup de choses à des votes de lois ultérieures, qu'on parle de loi justice, de loi sécurité. Vous prenez l'exemple des polices municipales, de dire on va augmenter les moyens. Rien ne dit en quoi on va augmenter les moyens des polices municipales. Et d'une certaine... Et qui le payera? Et qui payera? C'est les maires, c'est les communes. Mais d'ailleurs, on est à peu près sur l'un des seuls points qui concerne directement les communes. Parce que l'autre chose un petit peu surprenante, c'est de faire une annonce devant 500 maires. Il n'y a quasiment aucune annonce qui concerne directement les communes au titre de leurs compétences. Il y en aura probablement plus demain si on parle des mesures de développement, d'accompagnement, de moyens dont disposent les acteurs locaux pour travailler. Quand on parle de la politique pénale, quand on parle de créer des EPID, quand on parle de centres éducatifs fermés, quand on parle de majoration d'amendes, quand on parle de tiges pour les parents, les communes ne sont pas directement en charge ou concernées. Donc en fait, tout ça, ça fait une impression assez bizarre. Je crois qu'il y avait une attente très forte de beaucoup de Français d'avoir une réponse sécuritaire, pas uniquement, et le gouvernement a choisi cet axe-là ce soir. Oui, c'était le premier axe, effectivement. Laurence de Nervaux, est-ce de fait la première demande réclamée par les Français, la réponse sécuritaire, quand on les interroge après ces émeutes? Alors, nous avions mené effectivement une enquête juste après les émeutes, dans les tout premiers jours de juillet dernier. Et nous avions posé la question aux Français, finalement, quelles sont pour vous les priorités après cet épisode de la mort de l'année, des émeutes qui ont suivi? La réponse qui recueillait le plus d'adhésion des Français, c'était juger et sanctionner ceux qui ont commis des actes de délinquance. C'était 76%, et donc cette priorité était assez nette chez les Français. La réponse qui arrivait juste après, c'était aider les commerçants suite au pillage et aux destructions. Donc là, effectivement, le fonds de 100 millions d'euros vient répondre à cette préoccupation. Mais plus largement, les préoccupations des Français, si vous me permettez d'en dire quelques mots, pour donner du sens à l'actualité, comme vous le proposez dans cette émission, je pense qu'il faut se remettre aussi dans l'état d'esprit qui était celui des Français à ce moment-là. Et 4 mois plus tard, c'est difficile pour nous de revoir ces images qui sont choquantes, qui sont très marquantes. Eh bien, ce qui était frappant dans ce sondage que nous avions mené, c'est que dans un moment de traumatisme national, dans cet épisode, malgré tout, et à contrario de ce que le débat public faisait principalement ressortir, les Français étaient modérés, nuancés, demandaient de l'apaisement et de la modération. Oui, moins polarisé qu'on ne pouvait l'imaginer, mais ça, on y reviendra un peu en détail plus tard, mais c'était effectivement intéressant de le poser dès le début de ce débat. Antoine Jardin, on est dans une réponse sécuritaire. Historiquement, on peut dire que c'est classique. Quand il y a des violences urbaines, il y a d'abord une réponse sécuritaire, ce qu'on peut trouver d'ailleurs assez logique. Ça fait partie finalement de l'alternance de l'attitude de l'État français par rapport au quartier populaire depuis une quarantaine d'années. Ça fait une quarantaine d'années qu'il y a des émeutes et il y a toujours eu un volet sécuritaire et on s'est très vite rendu compte plusieurs reprises qu'il ne suffisait pas d'avoir un volet sécuritaire et qu'il fallait aussi faire autre chose. Donc la décision d'avoir 2 journées d'annonce finalement avec 2 parties du programme, ça renvoie à cette dualité d'action, en fait, qu'il y a un besoin de capacité de contrôle social et en même temps on se rend compte que ça ne peut pas tenir que par la répression de la justice et la police. Mais est-ce que tout n'est pas lié finalement? Eh bien, tout est lié dans le sens où il y a une cause au comportement de déviance, d'opposition, de confrontation. Et cette dimension qui est aussi intrinsèquement politique. On voit bien la question du rapport à la police dans ces émeutes. On voit bien la question de la contestation de l'action, de la parole du gouvernement. Et donc ces dimensions politiques, elles ne sont pas prises en charge par des approches uniquement... Elles le seront peut-être demain, un peu plus. Mais ce sera des approches qui seront essentiellement économiques et sociales, vraisemblablement. Mais la question politique de qu'est-ce qu'il y a comme canal d'expression d'un désaccord, d'expression d'une confrontation qui ne passe pas par la violence, ça c'est une question qui reste assez largement ouverte. Et la question en fait des moyens de faire émerger des questions politiques depuis les banlieues sans que ce soit dans l'affrontement, c'est quelque chose qui reste encore assez largement à construire. Votre avis là-dessus, Jean-Philippe Dugouin-Clément, parce que juste après les émeutes, vous aviez pointé le manque de reconnaissance des policiers, notamment en disant que finalement on avait eu, je mets des guillemets, mais peu de jours d'émeute, en tout cas en comparaison avec d'autres épisodes, et c'était d'abord grâce aux policiers. Vous remettiez ça en avant en disant pas assez de moyens.
C'est-à-dire que par rapport à 2004, on a une période d'émeute beaucoup plus courte, beaucoup moins localisée également, parce que la réalité de 2004, j'ai connu les deux, travaillant dans des communes touchées. Et 2004, ça concernait essentiellement des villes QPV, quartiers politiques de la ville, avec de la politique de la ville et des situations sociales très difficiles. Là, la réalité, c'est qu'on a eu des communes plus résidentielles, des communes urbaines, des communes rurales qui ont été touchées de manière moindre que des communes sociologiquement plus difficiles, plus appauvries, mais on l'a retrouvé un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail absolument exceptionnel des forces de l'ordre. Moi, j'ai passé 3 semaines en tant que maire, quasiment jusqu'à 4-5 heures du matin, tous les soirs dehors dans ma commune, et il y a eu un travail assez exceptionnel. Il n'y a pas eu de victimes pendant cette période d'émeute, ce qui est quelque chose, quand on ramène la violence des affrontements qui ont pu avoir lieu, les prises à partie des attaques de postes de police au mortier, mais de manière extrêmement structurée, importante, il y a eu un travail énorme qui a été fait des forces de l'ordre. Et je crois qu'il y a eu ce besoin de reconnaissance. Mais quand on enlève la question moyen des forces de l'ordre, vraiment la question sur les quartiers, comment est-ce qu'on crée une politique de la ville? Une politique de la ville, ça ne peut pas être que du tout répressif et ça ne peut pas non plus être des mesures où on va aller acheter une paix sociale. Et le problème de fond... Ça existe trop souvent? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est entre les deux. Moi, je crois qu'on a besoin de réinventer aujourd'hui une politique de la ville. Vous savez, en 2017, le président Macron avait commandé à Jean-Louis Borloo un rapport. Ça avait été l'appel de Grigny à l'époque, déjà autour de beaucoup de maires. Ça a été à l'époque 19 propositions qui étaient des axes de travail qui avaient été lancés concernant un peu tous les domaines permettant à une jeunesse, à des habitants de quartier de pouvoir vivre un développement dans leur territoire. Et en fait, la réalité, c'est que c'est quelque chose qui a été jeté aux oubliettes à peine il avait été amené. On a reparlé de ça il y a 2 ans suite aux incidents qu'il y avait eu à Marseille. On en reparle aujourd'hui maintenant. Et en fait, ce que j'espère, c'est qu'on ne sera pas sur une énième politique communicationnelle d'affichage, d'apaisement, mais qu'on ira bien sur le fond pour répondre aux problèmes. Est-ce que dans les sujets de fond, il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup vu les émeutiers qui se sont attaqués à des symboles de la République? On a vu des écoles, des équipements municipaux, on a vu en plus des postes de police, mais voilà, des choses qui ne sont pas forcément très classiques. Qu'est-ce que ça a dit? Est-ce que c'est là aussi qu'il faut qu'il y ait une réponse pour que cette jeunesse réadhère à la République? Antoine Jardin? Oui, ça renvoie à la dimension en fait directement politique de ces émeutes, qui est de dire on est capable de créer une situation de désordre que l'État ne saura pas gérer, ou aura trop de mal à gérer pendant plusieurs jours. Donc on est Mais est-ce qu'on ne donne pas, pardon de vous interrompre, est-ce qu'on ne donne pas une dimension politique à des actes qui n'en avaient pas forcément? On fera le portrait des émeutiers tout à l'heure, il y avait une session ici au Sénat hier. Il n'est pas sûr que tous avaient une volonté politique en allant mettre le feu à un bureau de poste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tous, non. Et on voit bien qu'il y a des actes qui sont de nature différente. Aller voler des baskets dans un magasin qui a été cassé, c'est pas la même chose que d'aller attaquer une mairie ou d'aller attaquer un commissariat. Donc il n'y a pas la même dimension de structuration derrière. Et on prend le terme d'émeute pour en fait agglomérer des comportements de désordre qui ont eu lieu en même temps, mais qui ne sont pas tous de même nature. Et d'ailleurs qui ne sont pas de même nature selon les terrains. On va casser des vitrines en centre-ville, on s'affronte avec les policiers dans les rues des quartiers populaires principalement. Donc il y a eu vraiment des différences et l'émeute n'est pas tissée partout de la même étoffe. Et je crois qu'il y a une dimension qui est très importante, qui est la capacité à dire on a un poids dans la société qui se marque par la capacité à créer de l'affrontement, à créer du désordre, à poser des difficultés, à mettre à l'épreuve l'appareil de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui explique en grande partie la nature des comportements d'affrontement. Et après, le fait que par-dessus se greffe plus tardivement dans la séquence plutôt des comportements de vol et de prédation matérielle. Laurence Denervaux. Oui, sur le fait que beaucoup de la violence des émeutiers se soit dirigée vers des bâtiments qui représentent en fait les services publics et la démocratie plus largement. Je pense que ce qu'il faut y voir, ce qu'il faut y lire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des lieux, d'avoir des services qui existent. Encore faut-il que le recours soit réel, soit effectif. On sait que dans ces quartiers, l'abstention, par exemple, est absolument massive. Et le fait que ces jeunes s'en prennent à des mairies, des commissariats, bien sûr, mais aussi des écoles, des bibliothèques, ça dit sans doute quelque chose d'une forme de frustration démocratique, dans le sens où ces jeunes, certainement, ne se sentent pas concernés et suffisamment intégrés dans la démocratie, et il ne suffit pas d'en avoir la possibilité. Il faut travailler sur ce lien de façon plus efficace. Alors, on va continuer de parler de la présence policière, et je m'appuie toujours sur ce sondage Odoxa pour Fiducial et le Figaro, avec 2 questions qu'on va enchaîner. Première question, avez-vous le sentiment que l'insécurité a augmenté dans les banlieues? La réponse est massivement oui, 87%, vous le voyez.
Autre question, avez-vous vu le sentiment que la police ou la gendarmerie sont suffisamment présentes dans les quartiers difficiles? Là, le non l'emporte à 85%. Laurence Dellarveau, je reviens vers vous. Justement pour revenir à l'enquête que vous aviez réalisée avec Destin commun, qui était peut-être plus contrastée, on va dire, plus nuancée que ces résultats. Alors, sur la sécurité, le sentiment de sécurité, je pense que c'est extrêmement important d'y insister. Nous avions demandé, est-ce que là où vous habitez, vous vous sentez en sécurité ? 2 Français sur 3 répondent oui, donc c'est une très large majorité. Donc le discours qui a un petit peu proliféré à ce moment-là d'une sorte d'insécurité généralisée ne correspond pas à la réalité. Bien sûr, là, vous donniez des chiffres sur les banlieues en particulier, donc on parle de choses. Mais je pense qu'il faut faire attention à une tendance générale à pousser cette vision d'une insécurité généralisée et grandissante qui ne correspond pas à la réalité. Ensuite, en ce qui concerne le rapport à la police d'une part et aux jeunes des quartiers d'autre part, c'était vraiment le cœur de notre interrogation. Après ce moment peut-être de sidération nationale, on est tout de suite passé de la sidération à la polarisation. C'est-à-dire, on nous a sommé de faire un choix, de se positionner, de prendre parti, de choisir un camp entre les policiers d'un côté, les jeunes des quartiers de l'autre. C'était la cagnotte A et la cagnotte B. Vous vous souvenez ? Celle pour la famille du policier, celle pour la famille du jeune Naël. Il fallait choisir absolument. Les Français ne se retrouvent pas dans cette vision manichéenne. 76% d'entre eux, donc 3 Français sur 4, considère qu'on peut ressentir de la colère au sujet de la mort de Naël et en même temps penser que la police a une mission particulièrement difficile. Et pour approfondir un petit peu sur cette question du rapport à la police et du besoin de soutien, de reconnaissance, il est très très majoritaire chez les Français. La vision d'une France anti-flic, là aussi, ne correspond pas à la réalité. Ce sont 82% des Français qui considèrent que les policiers se mettent en danger pour nous et qu'ils méritent notre respect, et 69% qui considèrent que les policiers sont trop mal payés compte tenu de leurs conditions de travail. Est-ce qu'il n'y a pas presque l'éléphant dans la pièce, là, qui est la question du dialogue entre la société, c'est presque trop vaste ma question, et la police? Absolument, je pense que c'est l'angle mort pour le moment des réponses. Votre avis là-dessus? Oui, après, je pense que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Parce que la réalité, ce que vous disiez, c'est la très grande majorité des Français, y compris dans les quartiers populaires, attendent les forces de l'ordre, ont besoin des forces de l'ordre et sont les premières victimes des forces de l'ordre quand elles ne sont pas suffisamment là, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs et que c'est un métier qui est dur. La très grande majorité des jeunes des quartiers populaires, c'est pas des délinquants. Les quelques centaines ou quelques milliers de jeunes qui sont livrés à des opérations de pillage, ce qui était un effet d'aubaine, d'opportunité, un effet de foule, ou à des destructions d'équipements publics, ce qui était du vandalisme pur et simple, c'est une infime minorité, y compris dans des quartiers franciliens où il y a eu des dégradations extrêmement dures. On parle de quelques centaines de jeunes qui sont plus des délinquants que des jeunes sur quelques dizaines de milliers d'habitants. 100% d'accord avec vous. C'est une toute petite proportion. Mais si on élargit la question de la relation entre la jeunesse de ces quartiers et la police, là, on va avoir un sentiment plus contrasté. Ce qui me gêne, c'est que quand on parle d'une réponse sécuritaire, en fait, on assimile l'ensemble de la jeunesse à ces quelques centaines de personnes, et quand on parle d'une absence de reconnaissance ou d'une défiance de la police, on parle toujours de ces quelques centaines de personnes. La réalité, c'est que des millions de personnes veulent vivre paisiblement, y compris dans ces quartiers-là. Quand il y a des trafics en bas des immeubles, c'est les mamans, c'est les jeunes qui sont en dehors des trafics, qui sont les premiers à espérer que la police municipale puisse intervenir et qui en sont les victimes. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'on est sur des policiers qui font un travail extrêmement dur, qui sont beaucoup plus sous pression aujourd'hui qu'avant, sur lesquels, d'une certaine manière, quand vous intervenez, quand vous êtes policier, maintenant vous êtes filmé. Enfin, vous avez le téléphone, on vous filme, on vous met en situation d'insécurité, en situation de doute par rapport à votre intervention. Il y a assez souvent le sentiment de ne pas forcément être soutenu politiquement, et on voit bien la difficulté qu'ont beaucoup de forces de l'ordre aujourd'hui. On est quand même passé au mois de juin à la limite d'avoir des forces de l'ordre qui disent on se retire à un moment. Il faut quand même mesurer les choses. Oui. Antoine Jordan. Oui, un point qui est important, en fait, je crois, c'est que la relation, c'est pas entre l'ensemble de la société et la police, et ce sont des situations particulières, notamment les conditions d'usage de la force par la police. Et ce qui a provoqué la réaction au début de ces émeutes de juin, c'est une situation qui a été dénoncée, y compris par les pouvoirs publics, notamment par le président de la République, comme étant un geste inacceptable. Et en fait, il y a un véritable débat sur la position
qu'ont pu avoir un certain nombre aussi de membres des organisations policières qui soutenaient la démarche et réclamaient le droit de faire usage de l'arme dans de telles conditions. Donc ça pose des débats sur quels sont les éléments de doctrine, quels sont les éléments de stratégie, et on renvoie toujours à la question de la responsabilité individuelle des policiers sur le terrain, qui parfois font face à des situations très difficiles, mais ça renvoie aussi à des questions de stratégie de la part de l'État, de ce qu'il souhaite être la forme d'action de la police, de ce qu'il souhaite être les modalités précises d'usage de la force par la police. Et donc ça renvoie à des questions légales et puis aussi à des questions stratégiques. Et donc je pense qu'il faut l'insérer dans une discussion plus globale. Et un point, je crois, qui est extrêmement important, c'est de voir qu'on parle tout le temps des auteurs en disant on juge sur la base des condamnations qui sont ces auteurs, mais en fait on ne sait pas qui sont les auteurs. On a quelques centaines de personnes qui ont été interpellées, mais s'il y a eu des émeutes France entière avec 80 000 policiers sur le terrain, c'est parce qu'il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers d'auteurs de protestations violentes sur le territoire. On voit simplement ceux qui ont été jugés aujourd'hui dans les statistiques et dans les chiffres officiels, mais on ne connaît pas le profil de tous ceux qui ont participé. 4000 personnes ont été interpellées, 2000 ont été jugées. 4000 personnes ça ne suffit pas pour vous pour avoir non, et d'ailleurs, une vision assez précise de qui était là, quoi. Les policiers sur le terrain vous le disent. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu interpeller. Parce qu'il n'y avait pas plein de placements pour les mettre en garde à vue. Il y a des personnes qui ont été placées en garde à vue, qui ont été relâchées immédiatement parce qu'il n'y avait pas matière ou que la procédure pénale ne correspondait pas. Donc il y a une question, pas seulement de ce qui est la loi, mais de ce que sont les moyens de mener les instructions, de mener les procédures jusqu'au bout. Et donc c'est une question de capacité de la réponse de l'appareil pénal, plus qu'une question de contenu législatif des dispositifs. On continue sur ce thème et je vous propose un extrait des annonces de la Première ministre tout à l'heure à la Sorbonne qui concerne justement la question de la police et notamment des pouvoirs de la police municipale. On l'écoute. Pour les maires qui le souhaitent, je vous propose de franchir une nouvelle étape dans le continuum de sécurité et de donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ces pouvoirs s'exerceront naturellement sous le contrôle des parquets. Nous lancerons une concertation avec vous et les associations d'élus afin de bâtir un texte de loi. Les ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti y reviendront. Ce sera très difficile à faire. Bon, on ne va pas débattre sur l'expression continuum de la sécurité, ce n'est pas notre thème. Laurence de Nervaux, votre avis sur ce dialogue police-société et peut-être justement les différences générationnelles, parce que c'est l'un des résultats aussi intéressants de votre enquête. Effectivement, c'était un des enseignements importants. Après le constat selon lequel, effectivement, l'opinion est majoritairement nuancée, modérée, et qu'il y a une reconnaissance très majoritaire de la difficulté du travail des policiers, etc. Ensuite, on peut noter effectivement des distinctions selon les générations, les plus âgés étant encore plus en soutien de la police, les plus jeunes étant dans une prise de distance un peu plus nette. Quelques chiffres, donc l'idée que les policiers se mettent en danger pour nous et méritent notre respect, c'est 91% d'opinion favorable chez les plus de 65 ans, contre 68%, ça reste très majoritaire, hein, mais 68% chez les 18-24 ans. Et de la même façon, 77% des seniors considèrent que les policiers sont trop mal payés compte tenu de leurs conditions de travail, et ce n'est le cas que de 51% des plus jeunes. Jean-Philippe Dugoin-Clément, sur les policiers municipaux, est-ce qu'une part de la solution peut venir des polices municipales, de pouvoir des policiers municipaux accrus ? Oui, bien sûr. La réalité, c'est qu'il y a 20 ans de cela, très peu de communes avaient des polices municipales. Ça voulait être des grosses communes, généralement de droite. Et aujourd'hui, l'immense majorité des communes de plus de 10 000 habitants et même en dessous sur des 5, 6, 7 000 habitants sont dotées de police municipale. Le plus souvent armées ou pas ? De plus en plus. Oui. De plus en plus, y compris parce que c'est une demande de la part des policiers eux-mêmes pour pouvoir se protéger. Et les communes qui n'arment pas ont énormément de difficultés de recrutement et de stabilisation de leurs effectifs parce que les effectifs tournent. Ça fait partie des revendications bien normales des policiers municipaux. La réalité, c'est que pourquoi est-ce que les communes ont investi dans des polices municipales, dans des caméras, dans des dispositifs de ce type? Parce que l'État s'est désengagé. Parce que depuis 30 ans, l'État s'est désengagé massivement. Et quand la Première ministre, dans un langage technocratique remarquable que vous avez souligné, le continuum de sécurité, c'est vrai que je pense que ça parle beaucoup aux Français, renvoie vers les polices municipales. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on renvoie. On renvoie une loi. Ça fait 4 mois qu'il y a eu des émeutes. Au bout de 4 mois, on nous dit on va faire un symposium pour réfléchir avec les associations d'élus sur la façon dont on peut faire évoluer
la loi. Ce qui sera compliqué parce qu'on a des problèmes constitutionnels. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est les communes qui investissent dans les moyens. Parce que quand ça se passe mal dans une commune, c'est le maire qui se fait engueuler. Le ministre, le préfet, ils n'ont pas ce contact direct-là. Et aujourd'hui, un policier municipal, pour beaucoup de choses, ne peut pas intervenir s'il n'est pas accompagné de policiers nationaux ou de gendarmes. Et donc, on a besoin là-dessus, sur des actes de verbalisation, d'alcotest, sur un certain nombre de points, de pouvoir progresser. Mais dans les choses absolument folles, c'était un vrai problème pendant les émeutes. Un policier municipal ne peut pas rentrer chez lui avec son arme de service. Un policier national peut le faire. La seule chose, c'est qu'un policier municipal qui rentre à 3 h du matin, il est autant potentiellement victime d'une agression qu'un policier national, ce qui a été le cas pendant ces périodes-là. Et quand les armes sont au poste, si le poste est brûlé, vous n'avez plus d'armes, vous n'avez plus de police municipale pendant 3 semaines, 1 mois, le temps de récupérer des autorisations. Est-ce que, un mot là-dessus encore, Antoine Jardin, sur, j'allais parler le Gérald Darmanin, il faut mettre du bleu dans nos villes ou dans nos quartiers difficiles. Mais quel bleu pour faire quoi ? Alors c'est toute la question, parce qu'en fait la police qui est présente le plus souvent dans les quartiers marginalisés, c'est une police d'intervention. C'est pas une police du quotidien, c'est une police qui vient quand il y a des problèmes. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, nous chercheurs, on est sollicités quand il y a des émeutes. Quand il n'y a pas d'émeutes, c'est pas un sujet, la sécurité des banlieues. C'est un sujet quand il y a un événement d'ampleur nationale qui intéresse, etc. Et donc on voit bien qu'il y a sans doute un déficit de connaissance de la relation de long terme sur ces territoires et des effectifs qui sont souvent très faibles sur les quartiers les plus marginalisés. Et on a vu aussi que c'était une difficulté pour des territoires plus ruraux ou plus éloignés des grands pôles urbains, où en fait il n'y a pas la capacité à apporter rapidement des forces d'intervention. Et c'est ça la logique de vouloir essayer de faciliter les accès quand il y a des difficultés. Mais alors c'est quoi ? C'est le bon vieux retour à la police de proximité ? C'est l'une des solutions ? C'est une solution en fait qui est en oscillation permanente, où on essaye d'en faire, d'en défaire, d'en refaire, et c'est le cas dans la plupart des pays du monde. Et en fait on voit bien, quand on veut finalement que la police municipale fasse la même chose que la police nationale, c'est qu'on dit simplement il n'y a pas assez de policiers nationaux. Et on est dans une logique de compensation, de palliation à une situation qui n'est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité. Mais est-ce qu'il risque d'y avoir une grande déception par rapport à ce que propose Elisabeth Borne ? Parce qu'on sait que d'un point de vue juridique, c'est extrêmement compliqué. Ça a déjà été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2021. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire réellement en plus ? Aux policiers municipaux. Aux policiers municipaux, ça va être une toute petite loi, certainement. Alors, il est vraisemblable que la plupart des dispositions qui sont annoncées, en tout cas certaines des dispositions annoncées, sont difficiles à faire progresser au plan constitutionnel parce qu'elles sont finalement en rupture avec un certain nombre de principes qui ont été entérinés. Je pense notamment à la responsabilité parentale, qui est quelque chose de difficile à envisager. Responsabilité parentale, on va en parler avec Tam. Mais d'abord, je propose à Mathias Arès de nous rejoindre. Bonsoir Mathias, pour parler des émeutiers. On l'a déjà évoqué ensemble, Antoine Jardin. Le profil type des émeutiers, il y a des éléments nouveaux qui permettent de donner un peu plus de détails. Oui, il y avait hier au Sénat, Thomas, une audition de 3 inspecteurs généraux qui ont rendu un rapport sur les émeutes survenues un peu partout cet été sur le territoire. Et ce qui ressort de ce rapport, c'est que l'émeutier type est un homme de nationalité française, qu'il est âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant, hébergé par ses parents, qu'il détient un diplôme de type bac et qu'il est en activité. Ce profil, il est établi sur les personnes majeures définitivement condamnées au 31 juillet, soit un échantillonnage d'environ 395 individus. Par ailleurs, et c'est à noter, Thomas, en tout cas à ne pas négliger, 28% des émeutiers sont mineurs et parmi lesquels 36% d'entre eux sont issus de l'Île-de-France. Alors ce rapport, il établit également un profil judiciaire. Oui, car si la totalité des infractions concerne des vols aggravés ou des dégradations de biens privés, il est intéressant de savoir si ces émeutiers étaient des professionnels, entre guillemets, donc des récidivistes ou plutôt des primo-condamnés. De l'échantillonnage analysé, il en ressort un profil contrasté. Un profil judiciaire que nous avons qualifié de plus contrasté, puisque 57% de ces auteurs, condamnés définitifs au 31 juillet, 57% sont sans antécédents judiciaires. Donc évidemment, 43 ont des antécédents judiciaires. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi ce qualificatif de contrasté. L'inspectrice générale de la justice précise que, au regard du jeune âge moyen des condamnés, la grande majorité des condamnations pour les récidivistes avaient eu lieu dans les 12 à 18 mois précédant les émeutes. Et puis on l'a déjà évoqué dans ce débat, les motivations des émeutiers. Oui, les émeutes avaient débuté suite à la mort de Naël et pourtant l'émotion liée au décès du jeune de 17 ans n'est invoquée que dans moins de 8% des cas lorsqu'on interroge les mises en cause sur leur motivation. Le rapport montre que la plupart des condamnés n'expriment
ni revendication idéologique, ni véritable volonté politique affirmée. Ce qui ressort en revanche des échanges avec les émeutiers, notamment les plus jeunes, c'est l'opportunisme et l'influence du groupe. Pour preuve justement cet échange, Thomas, présent dans le rapport. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai suivi le mouvement de foule. Je sortais pour faire du foot. Mais si j'étais parti, mes potes auraient dit que je suis une salope, un mec qui esquive enfin. Et c'est aussi à noter, de nombreux auteurs invoquent même la curiosité ou le besoin d'adrénaline. Merci beaucoup, Mathias. On va reparler du profil et des motivations. Mais peut-être un mot pour commencer, Jean-Philippe Dugoin-Clément, sur la réponse pénale. Je le donnais là, près de 2000 personnes condamnées, 1787 à des peines d'emprisonnement. Voilà, elle a été suffisamment ferme, parce qu'on dit souvent la justice laxiste dans ce pays, etc., etc. Non, je crois qu'il y a eu une véritable réponse pénale, que pour le coup, le gouvernement a donné des instructions extrêmement fermes. Alors, ceux qui se sont fait attraper, c'est un pourcentage, c'est pas tous. Ce que vous disiez, effectivement, le piochage ou le picking, il n'est pas forcément totalement représentatif. Moi, sur ce que j'ai pu voir, ou pour discuter avec des collègues maires franciliens, c'était quand même beaucoup plus jeune que des moyennes de 23 ans. C'est-à-dire, c'était jusqu'à du 13-14 ans, beaucoup, des mineurs ou des très jeunes majeurs, mais une moyenne d'âge de 23 ans. Alors peut-être que ceux qui se sont fait attraper, qui avaient déjà un casier, du coup, sur lesquels des procédures ont été poursuivies plutôt qu'un simple rappel à la loi. Enfin, je ne sais pas exactement comment on a comptabilisé. Le profil de 23 ans, juste parce que, pardon, Mathias l'a dit, mais pour être bien précis, il est établi sur les personnes majeures définitivement condamnées au 31 juillet. Ça explique ce décalage entre votre perception et la réalité en perception, mais je voyais que le taux de mineurs était plus important en Ile-de-France, donc je peux avoir un prisme un peu faussé dessus, mais c'est quand même des très très jeunes mineurs. Beaucoup plus d'ailleurs qu'en 2004. On voit qu'on est descendu. 2004, c'était beaucoup des 16-18. Là, on est quasiment sur la tranche d'âge précédente. La réponse pénale, elle a été faite. Elle a été faite de manière forte. Alors, on peut toujours trouver qu'au cas particulier, telle situation, ça va être un peu plus, un peu moins. La réalité, c'est que les procédures, globalement, ont suivi. Mais quand on a dit ça, c'est comment on fait en sorte que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pour une question totalement utilisé, parce que l'espèce, c'est pas la mort de Naël à Nanterre qui fait que y ait des à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Montargis, des équipements publics qui soient brûlés, qu'il y ait des policiers qui soient pris à partie. C'est un effet de meute, c'est un effet d'aubaine, c'est une forme de déshérence, une forme d'économie. Les réseaux sociaux qui prennent une part absolument terrible, y compris dans l'organisation matérielle des émeutes. Et ça, c'est un véritable sujet. La Première ministre a beaucoup parlé des réseaux sociaux sur les réseaux de drogue, mais par rapport à la gestion des émeutes et à la mobilité des émeutiers, ça a été un problème majeur auquel on a été confronté. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas se retrouver dans la même situation dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, où le premier prétexte donnera l'occasion d'aller tout casser? Eh bien, si on ne veut pas avoir ça, il faut remettre en place un plan où on puisse avoir autre chose que ne rien faire dans des quartiers, que de ne pas avoir d'espérance, que de ne pas avoir de projection de soi-même. Antoine Jardin, ça pose la question, je vous donne la parole juste après, ça pose la question de, même si on parle là de ceux, essentiellement, j'allais dire celles et ceux, mais c'est quand même surtout des garçons, qui ont été emprisonnés. Qu'est-ce qu'on fait d'eux quand ils vont sortir de prison? Alors c'est une grande question, les 300 personnes condamnées, quel suivi de long terme? Parce qu'on parle de personnes relativement jeunes qui sont condamnées à la prison ferme, pour une moitié d'entre eux sans antécédents. Quel est le suivi de long terme quand ils sortent et qu'ils reviennent dans leur quartier à l'été prochain? C'est un sujet qui mérite d'être discuté et qui doit s'inscrire dans une stratégie de plus long terme. Et puis, en fait, ces chiffres sont des chiffres sur la base des condamnés. Et on ne connaît pas le profil des émeutiers. On fait comme si on le connaissait. Et je suis très surpris de voir qu'on reprend ces chiffres issus des condamnés pour généraliser aux émeutiers. Et on a plein de témoignages qui montrent que ça ne correspond pas. Le maire de Montargis nous explique qu'il y a eu dans sa commune une seule personne condamnée pour l'ensemble des faits qui ont eu lieu dans la commune. Parce qu'il n'y avait pas de force de l'ordre pour s'interposer. Ça, on pourra l'analyser quand? Il y a un travail sociologique à faire, qui est déjà en cours. Il y a des travaux en cours, et puis il y a des choses qu'on ne pourra jamais véritablement complètement savoir, parce que personne n'a la liste des personnes qui ont participé aux émeutes. Donc il faut aussi avoir, à mon avis, un peu de recul et se dire, en fait, on a des indications, mais on n'a pas des chiffres robustes qui nous permettent de dire à coup sûr tel facteur, tel âge, tel territoire joue un rôle déterminant. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très important à pointer. Laurence Denervaux, vous vouliez intervenir sur ce thème-là? Oui, alors d'abord, rappeler du point de vue de l'opinion générale des Français sur ces jeunes. Comme vous le disiez tout à l'heure, on parle d'une toute petite minorité par rapport aux jeunes des quartiers. Et ça, les Français font cette distinction aussi.
Ils sont majoritairement, par exemple, inquiets du climat d'hostilité à l'égard des jeunes de quartier et de cette généralisation qui a suivi cet épisode. Mais je voulais revenir également sur la question des réseaux sociaux, qui évidemment ne sont pas la cause de cette crise et de ces émeutes, mais qui en sont très clairement un facteur aggravant. Là-dessus, quelques chiffres sont éclairants. Les Français, dans leur ensemble, sont très conscients des risques et demandent plus de contrôle. Ce sont 45% des Français qui considèrent que les réseaux sociaux sont un danger pour la démocratie. 80% qui considèrent que c'est un lieu dangereux pour nos enfants. Et ce sont même 2/3 des Français qui sont favorables à l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Alors, cette adhésion progresse avec l'âge, à mesure qu'on progresse son âge, mais ce sont tout de même 45% des jeunes des 18-25 ans qui sont favorables à cette interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans, ce qui est quand même assez frappant. On va parler de la responsabilité parentale et je vous propose pour ouvrir ce dernier chapitre de notre débat d'écouter le ministre de l'Intérieur. On est très tôt après les émeutes, il parle notamment du profil des émeutiers, de leur jeunesse, et puis ensuite il évoque cette question de la responsabilité parentale. On va dire que la moyenne des gens, encore une fois, que nous avons interpellés, c'est une moyenne d'âge de 17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes, ou qui ont attaqué des forces de l'ordre, ou qui ont attaqué des élus. Et je pense qu'il faut qu'on se pose tous cette question, la responsabilité des familles, des parents, parce que c'est pas à la police nationale, ou à la gendarmerie, ou même au maire, ou même à l'État, de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école. Je pense que c'est une question qui relève de l'autorité parentale. Alors c'est une partie de la réponse, des réponses annoncées par la Première ministre cet après-midi, Tam, des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. C'est une mesure qui va certainement faire beaucoup débat, une mesure sur laquelle on se pose déjà beaucoup de questions. Déjà, qu'est-ce qu'être un parent défaillant ? Est-ce qu'on est défaillant dès lors que son enfant a commis des actes de délinquance ? Est-ce qu'on est défaillant parce qu'on a soi-même vraiment abandonné son enfant ? Est-ce qu'on peut être considéré comme défaillant parce qu'on est l'unique référent dans une famille monoparentale, qu'on part à 5h du matin, bref, qu'on est défaillant parce qu'on est dépassé, alors qu'on a vu que les familles monoparentales étaient surreprésentées dans les profils. L'autre question, c'est un parent peut-il être responsable des infractions commises par son enfant ? Juridiquement, c'est clair, la réponse c'est non. On est pénalement responsable que de son propre fait. En revanche, un parent est tenu d'assurer l'éducation de son enfant et il y a déjà bien un article qui existe au Code pénal, c'est l'article 227-17 qui sanctionne les parents qui, en raison d'une éducation défaillante, ont laissé leur enfant entrer dans la délinquance. C'est puni déjà de 2 ans de prison, c'est puni de 30 000 € d'amende. Dans les faits, ce n'est jamais appliqué. Alors, est-ce que des travaux d'intérêt général seraient plus appliqués ? Il va falloir voir avec les magistrats. S'en prendre aux parents des enfants délinquants, c'est vraiment pas une nouveauté. Non, c'est notamment une des vieilles lunes de la droite, les stages de parentalité dont parle Elisabeth Borne, déjà présents dans une loi de 2007. La suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire, déjà appliquée sous Nicolas Sarkozy après une loi qui a été adoptée en 2010, puis abrogée sous François Hollande en 2013. Qui était l'auteur de ce texte, était déjà Éric Ciotti, alors simple député, qui depuis, en tant que président des Républicains, propose donc la même chose, le même dispositif pour les parents de jeunes émeutiers. C'est donc dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, une recette qui semble avoir convaincu le président de la République qui a déclaré en visitant un commissariat début juillet, il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles, une sorte de tarif minimum dès la première connerie. Ces dispositifs ont-ils fait leurs preuves ? Ce vieux pot-là n'a pas fait l'objet de beaucoup d'évaluations, malheureusement. Mais en tout cas, la suppression des allocations familiales en 3 ans a touché 472 familles. Et l'absentéisme scolaire a plutôt augmenté sur la période sans qu'on puisse non plus imputer cela, non plus à la proposition de loi d'Éric Ciotti. Et le pompon qui est raconté à l'époque par l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, c'est que ce sont les départements qui ont été les premiers touchés au portefeuille puisque leur étaient confiés des enfants en rupture scolaire. Voilà ce qu'on cherche donc à travers ces mesures annoncées par Elisabeth Borne. Ce sont sans doute moins des dispositifs efficaces que des signaux politiques de fermeté. Bref, c'est de la communication pour dire à l'opinion que le gouvernement gère les affaires. Pour terminer,
un petit rappel historique. On peut remonter beaucoup plus loin, c'est ça ? Exactement. Ouais. Cibler les parents dans les discours politiques sur la délinquance juvénile, eh bien, ça remonte au 19e siècle. C'est ce qu'a montré l'historien Jean-Jacques Ivorel. C'est au moment de l'industrialisation. On considère que le prolétariat urbain, c'est la classe dangereuse et que si des enfants de ces classes populaires sont déviants, c'est parce que leurs parents exercent alors une influence néfaste. Alors qu'au contraire, on va médicaliser, psychologiser les problèmes des enfants déviants des classes aisées. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Le « vous n'élevez pas bien vos enfants » s'adresse surtout aux parents de classe populaire. Or, riches ou pauvres, les parents ne sont pas responsables de rien. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont responsables de tout. Merci Tam. Laurence de Nervaux, est-ce que c'est encore un marqueur politique, ça ? La question de la responsabilité parentale. Moi, ce qui me frappe sur ce sujet, et je trouve que les éléments qui viennent d'être apportés est extrêmement éclairants et précis, c'est qu'il y a quand même un petit angle mort qui est de qui parle-t-on quand on parle de parents. Vous avez très justement souligné que les familles monoparentales étaient surreprésentées parmi les parents des émeutiers. Peut-on dire que parmi les familles monoparentales, il y a pas loin de 90% de femmes seules, de mamans solo. Voilà. Donc peut-on parler de façon plus précise, en l'occurrence, des pères ? Et s'agissant de Nanterre, ces chiffres sont tout à fait frappants sur les familles monoparentales, en l'occurrence mamans solo. Est-ce qu'on peut aussi parler sur ce sujet du non-règlement des pensions alimentaires, de ce genre de... la démission des pères, quoi. Voilà, je pense que c'est quand même un peu l'éléphant dans la pièce, là aussi, pour reprendre votre expression. Effectivement, on peut dire ça dans les mesures annoncées par Elisabeth Borne. On est en plein dans ce que vous détaillez à l'instant. Et il y a effectivement... nous allons créer une contribution financière citoyenne et familiale que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes. Et elle veut en outre s'assurer que lorsqu'un mineur a causé des dégradations, les deux parents, qu'ils soient séparés ou non, qu'ils vivent avec leur enfant ou non, soient responsables financièrement des dommages causés. Est-ce que c'est réaliste, Jean-Philippe Dugouin-Clément, tout simplement ? Comment mettre en place de telles mesures ? Je pense que, vous avez tout dit, on est 4 mois après, en 4 mois on n'a rien fait, donc on fait une opération de communication. Pour mais ça on peut dire que 4 mois c'était le temps nécessaire de la réflexion mais dans ce cas, pour proposer que de la cosmétique. Avec des choses à peu près précises, à peu près solides et qu'on peut mettre en place. Là, la plupart des choses, on est sur des choses qui existent déjà, qui sont difficiles à mettre en place ou qu'on renvoie à une loi ou une discussion ultérieure. Donc on peut quand même se demander ce qui a été fait. On voit bien qu'on est dans la gestion d'un effet communicationnel. Moi, ce qui me gêne énormément là-dedans, c'est que je ne suis pas tellement convaincu qu'on puisse mettre les choses en place. Expliquer à des parents qui sont séparés, dont les deux habitent à 600 km l'un de l'autre, qu'il y a une co-responsabilité pénale des enfants. Je ne vois pas comment on le met en œuvre, très concrètement, ou en tout cas, je ne vois pas comment on va au bout. Bon, moi, si je prends l'exemple sur ma commune, dans les arrestations qu'il y a eu un jeune, alors qui n'était pas de ma commune, mais dont le père travaille dans les forces de l'ordre. Donc, est-ce que cette personne devrait faire des tiges parce que son fils est un délinquant ? Je veux dire, ça arrive aussi dans des familles très bien. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ça me semble assez compliqué. La responsabilité pécuniaire et financière, il faut le faire. Il faut le systématiser. On n'a probablement pas suffisamment utilisé les dispositifs qui existaient pour pouvoir le faire. Et puis surtout, ce qui, moi, me semble important, c'est de sortir des enfants. Quand effectivement, on a dans une famille, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais un enfant de 12 ans, alors qu'on est dans des périodes d'émeute, de 13 ans, qui est tout seul le soir, dehors, à 23h, à minuit, ça veut dire soit que la famille ne s'en occupe pas, soit qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle est dépassée. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir le courage de dire, on sort l'enfant du domicile familial, on le sort du quartier, on le met dans une structure adaptée, ce qui a été évoqué par la Première ministre. Maintenant, quand on a dit ça, moi, je ne crois pas au centre éducatif fermés, gérés par l'armée. Je pense que l'armée a autre chose à faire que de gérer des centres éducatifs fermés, mais je pense qu'il faut augmenter ces centres éducatifs. Combien on en fait, quand, avec quels moyens. Et les dispositifs d'aide à la parentalité aussi. Les aides à la... Allez, à vous le dernier mot. Pardon, Antoine Jardin. Effectivement, sur le recours à des militaires pour encadrer ces jeunes délinquants, ça nous rappelle qui ? Ségolène Royal, si je ne me trompe. C'est une idée classique, effectivement, qui, a priori, n'est pas tellement soutenue par les militaires, qui, effectivement, considèrent qu'ils ont d'autres missions et sont souvent appelés pour des affaires de maintien de l'ordre public qui n'est pas dans leur composante. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a une société qui, de plus en plus, utilise la violence dans les contestations politiques. On a vu les Gilets jaunes, on a vu les mouvements écologistes avec Sainte-Soline, par exemple. Aujourd'hui, on voit les émeutes de banlieue. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une dérégulation des mouvements de protestation qui débouche vers davantage de violence et on ne sait plus par quel bout les prendre et par quels moyens les canaliser. Et en fait, il faut à mon avis sortir du cas spécifique des banlieues pour avoir une réflexion plus globale. Comment est-ce que politiquement on construit ces rapports sociaux-là pour éviter qu'ils basculent dans la violence ? Merci beaucoup, merci à tous. Notre débat était forcément
centré sur l'aspect sécuritaire parce que c'était l'actualité du jour, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'urbanisme, la façon de penser ces espaces. Et d'ailleurs, je rappelle le titre de votre livre, Jean-Philippe Dugouin-Clément, L'habitat fait le citoyen, publié aux éditions de l'Aube. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.